Chers étudiants nombreux, au cours de ce chapitre, on va parler sur le problème de l'eau dans le monde. L'eau peut être définie comme l'un des corps chimiques les plus essentiels de notre planète, qui est indispensable au maintien de la vie, et qui recouvre 70% de la surface de la Terre. En important, seul 0,65% de cette eau qui est communément appelée eau douce, qui est disponible dans les lacs terres à 0,63%, dans les lacs et les rivières à 0,02%. L'essentiel de l'eau présente sur Terre se trouve dans les océans à 97,2%. L'eau glacée ne représente pour sa part que 2,5% de l'eau potable. Donc, dans 97,2% de l'eau salée, on a seulement 2,8% qui est de l'eau douce. Les 2,8% de l'eau douce se répartissent de la façon suivante. On a 2,5% de glace polaire, 0,63% de souterrain, 0,02% d'eau de surface, telles que les lacs, les fleuves et les rivières, et 0,001% de l'atmosphérique. Pour la majorité de l'eau douce, c'est sous forme de glace polaire qui est utilisable. Il ne reste donc qu'environ un quart de l'eau douce pour que tous les habitants de la planète puissent satisfaire leurs besoins. C'est très peu. Heureusement, cette eau se renouvelle assez rapidement. Par exemple, cela prend en moyenne 16 jours pour une rivière et 17 ans pour un lac. Cependant, il faut veiller à maintenir cette eau douce propre pour que la pollution ne détruise pas cette très petite partie d'eau utilisable par les hommes. Et on entend par le cycle de l'eau, c'est le mécanisme relatif au phénomène hydrologique concernant les mouvements et le renouvellement des eaux côtières. Il existe en fait différents cycles de l'eau. On parle de cycles carissant perpétuels à l'échelle des hommes, ne présentant ni un commencement ni fin. Donc, pour le cycle de l'eau au sens large, l'OBI a des mécanismes très complexes, à la fois internes et externes, influencés par de nombreuses variables d'ordre physique et parfois chimique, qui sont les phénomènes météorologiques, géologiques ainsi que hydrologiques. Alors, on peut donner un schéma pour le cycle de l'eau. Donc, c'est sous l'action du soleil que l'eau des océans, des rivières, des lacs se vapore, et bien l'atmosphère, et en contact des couches d'air froid, la vapeur d'eau se condense en gouttelettes, et forme des nuages. Puis l'eau retombe lors des précipitations, sous forme de pluie, de neige et bien de gel, donc directement dans les océans ou les continents. Et sur Terre, l'eau ruisselle alors jusqu'aux rivières et s'infiltre dans les sols pour alimenter les nappes souterraines. Pour les ressources de chaque pays, elles dépendent du climat. Donc, on a des niveaux de précipitation qui sont extrêmement variables dans le monde, qui vont de moins de 10 000 mètres cubes à 10 millions de mètres cubes par kilomètre carré. Cette oscillation se répercute sur les flux d'écoulement annuels moyens. Donc, bien entendu, les précipitations et écoulements au-delà des variations géographiques qui sont soumis à des évolutions plus ou moins marquées dans le temps et de manière générale. On a un afflux relativement constant qui sera plus facile à gérer que des fortes variations saisonnières. Donc, pour les cycles climatiques passés et actuels, dans façonner la géographie des ressources en eau, de fait qu'elles sont inégalement réparties entre les pays. On a des régions qui sont les plus défavorisées. Par exemple, on a la Proche-Orient, l'Afrique du Nord, le Sahel, la zone désertique d'Afrique australe, qui près de 60% des ressources naturelles renouvelables d'eau douce du monde sont partagées par 9 géants de l'eau. On a le Brésil, la Fédération russe, l'Indonésie, la Chine, Canada, les États-Unis, Colombie, Pérou ainsi que l'Inde. À l'autre extrémité, un certain nombre de pays disposent de ressources extrêmement faibles, voire quasi nulles. À titre d'exemple, on a le Koweït, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, on a la Libye, Singapour, Jordanie. Donc, on observe des périodes de carence, même là où les ressources sont habituellement abondantes. Par exemple, à Sao Paulo, au Brésil, qui a connu en 2015 une pénurie d'eau sans précédent, ainsi que pour le nord de l'Inde, qui pourtant est irrigué par les eaux de l'Himalaya,
a connu en été 2018 un très aride après un stable pluie hivernale. L'Organisation mondiale de la santé considère qu'il y a stress hydrique si un être humain dispose de moins de 1700 mètres cubes d'eau par an. Une pays avec moins de 1000 mètres cubes par an, où on a 1,4 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1000 mètres cubes d'eau par an, où la situation d'un pays au regard des ressources ne peut être évaluée soit par l'indice d'exploitation qu'il s'agit de la part de l'eau prélevée pour l'ensemble des besoins d'un pays, c'est par rapport au volume annuel moyen des apports naturels. Il peut aller de 1% par exemple au Venezuela à plus de 100% en Arabie Saoudite ou en Libye. Un autre indice qui est le volume des ressources naturelles. Cela va de moins de 500 mètres cubes par habitant et par an à plus de 80 000 mètres cubes d'habitants et par an, par exemple en Norvège, au Gabon et au Canada. Et le dernier indice, c'est le degré d'indépendance, par exemple l'Égypte, les Pays-Bas ou l'Irak, dépendant fortement de la réserve d'eau d'origine externe, respectivement à 99, 89 et 65%. Donc, on distingue trois niveaux de dépendance. Le premier niveau, qui est la pénurie hydrique, où les ressources sont inférieures à 1000 mètres cubes par habitant et par an. Donc, les pays arabes sont face à une pénurie, par exemple l'Égypte et la Libye, qui se trouvent dans des situations extrêmes avec moins de 500 mètres cubes par personne et par an. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui totalisent 4,3% de la population mondiale, elles sont à disposition moins de 1% des ressources en eau douce renouvelables de la planète. On a le deuxième niveau qui est le stress hydrique, où les ressources sont comprises entre 1000 et 1500 mètres cubes par habitant et par an. Et le troisième niveau qui est la vulnérabilité hydrique, où les ressources sont comprises entre 1500 et 2500 mètres cubes par habitant et par an. De nos jours, plus d'un tiers de l'humanité, soit plus de 2 milliards d'habitants, survivent avec moins de 5 litres d'eau par jour. C'est moins de 1700 litres par an. C'est ce qu'on appelle le stress hydrique et dans la zone qui s'étend de la Tunisie au Soudan et au Pakistan, c'est-à-dire dans plus de 20 pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Chaque habitant doit se contenter en moyenne de moins de 3 litres d'eau par jour, qui soit moins de 1000 litres d'eau douce par an. Donc c'est une situation dite de pénurie chronique. Alors c'est impossible dans ces conditions d'avoir une bonne hygiène. Et dans ces pays pauvres, à peu près 4 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées au manque d'eau. Et malheureusement, 6 000 d'enfants meurent chaque jour dans le monde pour avoir consommé une eau non potable, alors que leurs maladies sont faciles à soigner. Par contre, en Occident, c'est tout à fait le contraire. Ils gaspillent généralement cette eau pourtant précieuse et consomment chacun en moins 15 à 20 fois plus d'eau que les habitants des pays sous-développés, et beaucoup plus encore dans l'industrie et l'agriculture. Et à l'échelle de la planète, on estime qu'environ 40 000 km3 d'eau douce s'écoulent chaque année sur les terres immergées, lesquelles partagées entre les 7 milliards d'individus et devraient fournir 5 700 mètres cubes d'eau douce et à chacun soit près de 16 000 litres d'eau par jour. On a les réserves d'eau douce qui sont inégalement réparties à la surface du globe, alors que les pays occidentaux, par exemple, ont pour la plupart de chances de posséder d'énormes réserves qui se renouvellent chaque année pour alimenter une population qui accuse une faible croissance démographique. Beaucoup de pays tropicaux n'ont pas d'eau en suffisance et subissent une croissance démographique galopante et connaissent des difficultés d'approvisionnement extrêmement pénalisantes. Ceux des régions arides, notamment, sont dans une situation de stress hydrique qui s'avère. Il suffit d'une sécheresse pour décimer les populations les plus faibles et le bétail. Et malheureusement, les zones arides ont tendance à progresser de part et d'autre. Les tropiques et les guerres civiles sont en pleine ébullition, ne se comptent plus. On a 5% des États sur notre pays se partagent 60% de réserves mondiales d'eau douce, qui sont le Brésil, la Russie, les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Indonésie, l'Inde, la Colombie et le Pérou. Il faut y ajouter une répartition très hétérogène de la population qui augmente encore parfois les disparités.
Et c'est ainsi que l'Asie rassemble de près de 60% de la population mondiale et ne dispose que de 30% des ressources mondiales d'eau douce. Et le bassin de l'Amazonie, qui ne regroupe que 0,3% de la population du globe, et concentre 15% de son eau douce. Si on donne un exemple à plus petite échelle, on a la bande de Gaza en Palestine qui dispose de 59 mètres cubes par habitant et par an, alors que l'Iran coule littéralement sous ses réserves avec 630 km cubes de douce par habitant et par an. Pour l'utilisation des prélèvements mondiaux, on a 70% pour l'agriculture, 20% pour l'industrie et 10% pour la consommation domestique. Donc on remarque bien que l'agriculture consomme énormément d'eau à cause de l'irrigation, des plantations qu'elle doit assurer. Et au cours du XXe siècle, l'irrigation des terres cultivées a été multipliée par 5. Et on a depuis 1960, les agriculteurs ont augmenté de 60% le prélèvement d'eau pour leurs terres. Alors qu'on sait que l'irrigation est nécessaire pour avoir de bons rendements dans l'agriculture et pour pouvoir ainsi nourrir la population, elle est évidemment plus importante dans les pays arides ou les pays semi-arides, où les précipitations sont peu abondantes. Ainsi, la plupart des pays en voie de développement utilisent à peu près 90% de leur eau douce pour irriguer leurs terres, alors que les pays industrialisés n'utilisent que 40%. De plus, ces pays en voie de développement subissent souvent une forte croissance démographique et qui entraîne une augmentation des cultures et donc de l'eau utilisée pour irriguer ces cultures. À titre d'exemple, en Malaisie, qui a seul monopolise plus de 2 tiers des terres irriguées car la culture de riz a été intensifiée pour faire face à l'augmentation de population. Mais les systèmes d'irrigation ne donnent souvent pas les résultats escomptés sur une grande partie de l'eau qui s'évapore au lieu d'alimenter les plantes. Donc, sans compter les fuites et d'autres pertes d'eau. De plus, les eaux de surface et les eaux souterraines peuvent être contaminées ainsi par une irrigation massive, car l'eau provenant de l'irrigation est non utilisée, car les plantes transportent en outre avec elles des produits chimiques destinés aux cultures. Alors que l'utilisation des techniques modernes devra donc se généraliser, car ces techniques permettent de réduire la consommation d'eau, alors que les industries utilisent 20% de l'eau douce pour toute leur activité, et cela représente quand même une grande fraction, et elles pourraient la diminuer en essayant de développer des technologies utilisant moins d'eau ou en utilisant une eau de qualité moindre pour les usages qui ne nécessitent pas de l'eau potable. Alors que la consommation domestique ne comprend que 10% de l'utilisation mondiale en eau douce, mais elle est très également répartie. Pour avoir une idée, on a les États-Unis avec 300 litres par jour et par habitant. En Europe, c'est entre 100 et 200 litres par jour et par habitant. Et pour les pays du tiers-monde, c'est quelques litres à une dizaine de litres par jour et par habitant. Alors d'ici 2050, la demande en eau devrait augmenter de 55%, non seulement sous la pression d'une population croissante, mais aussi parce que la consommation s'envole, donc les besoins de l'industrie devraient exploser de 400% à peu près d'ici là. Et quant au secteur agricole, ces prélèvements actuels ne sont pas soutenables. Estimant les experts, entre 1961 et 2009, les terres cultivées se sont étendues de 2%, tandis que les superficies irriguées augmentaient de 117%. En vue générale, depuis 1940, chaque année, la consommation d'eau dans le monde augmente de 2,5 à 3% en moyenne, alors que le taux de croissance démographique n'est que de 1,5 à 2%. Dans les pays développés, les pénuries d'eau ont augmenté actuellement de 4 à 8% entre 1990 et 2000. Et donc, c'est près d'un demi-milliard d'habitants de 31 pays, où la plupart de Moyen-Orient et d'Afrique souffrent aujourd'hui de manque d'eau. Et selon l'ONU, au taux actuel de croissance de la population et de ses besoins en eau, en 2025, la quantité moyenne d'eau douce disponible devrait chuter de 6 600 à 4 800 mètres cubes par habitant et par an. Donc, soit une réduction de près d'un tiers. À ce stade, les experts estiment que 5 fois plus d'habitants d'aujourd'hui seront touchés par une pénurie d'eau. Donc, ce qui représentera 2,8 milliards de près d'habitants, soit 37%
de la population estimée de la Terre à cette époque. Ainsi qu'une statistique en 2025, à peu près 17 autres pays, y compris l'Inde, Kenya, Nigeria et le Pérou, s'ajouteront à la liste des pays en manque d'eau, ainsi que la Chine et le Pakistan approchant de l'état de tracédorie. Et si l'augmentation des prélèvements en eau se poursuit au taux actuel, entre la moitié et les deux tiers de l'humanité devrait être en situation de tracédorie en 2025, soit un retournement de la situation actuelle au détriment de tous les pays pauvres. Donc ce seuil d'alerte correspond à moins de 1700 litres d'eau douce disponible par habitant et par an. Donc on peut conclure que le risque d'une pénurie d'eau douce est donc bien réel et même les mégapoles occidentales seront touchées par ce phénomène. Ainsi, sachant que les habitants de Corée par exemple consomment en moyenne 100 litres d'eau par jour, c'est 4 fois plus que les Européens. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé que connaîtra une pénurie d'eau en 2020. Donc c'est bien sûr très inquiétant mais pas catastrophique, dans la mesure où cet État dispose déjà d'usines de dessalement d'eau de mer. Un autre exemple, l'Australie qui doit également jouer à ses ressources naturelles et sa biodiversité, qui ont tendance à disparaître, qui compris ses réserves d'eau potable, et actuellement 17 millions d'hectares, une étendue 2 fois plus vaste que la Tanzanie, sont en voie de désertification, du fait de l'accumulation de sel et de pratiques agricoles inadaptées. Mais ici, les rares projets d'implantation de stations de dessalement ne sont pas toujours les bienvenus. Si on juge par cette pétition de la CIF contre l'installation de la plus grande usine de dessalement de monde à Sydney, des raisons invoquées telles que le prix, la pollution et les gigantisme de l'installation, viennent compenser que l'Australie est la plus grande consommatrice d'eau potable. On peut comprendre l'intérêt des autorités par un tel projet. Et d'autre part, le problème de l'irrigation est important car si l'agriculture qui nourrit toute la population de notre planète et sa productivité ne peut qu'augmenter avec elle la surconsommation d'eau douce. Donc les données excessives, celle-ci devrait encore augmenter de 17% jusqu'en 2025. Et pour maîtriser la consommation d'eau du secteur agricole, il est donc urgent d'améliorer la gestion globale de l'irrigation en incitant les fermiers à utiliser les nouvelles méthodes décrites précédemment. Donc il y a également la question humanitaire. Aujourd'hui, un habitant sur 5 n'a pas accès à l'eau potable. Et selon une étude de l'ONU, sur les 33 mégapoles de plus de 8 millions d'habitants existants en 2010, 25 étaient situés dans les pays les moins développés et donc les moins à même de pouvoir répondre aux besoins. Et en complément, même si de légères diminutions de la consommation en eau sont observées depuis quelques années en Occident, les experts prévoient 40% d'augmentation de la consommation municipale et domestique d'ici 2020. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai partagé plus de détails sur les versions en PDF, déjà partagé sur le site de l'université. Et j'insiste que si vous avez des soucis, soit pour ce chapitre ou le chapitre précédent, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email partagée. Et voilà, donc on se voit très bientôt.